Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Nous allons passer en revue l'actualité de la semaine avec deux invités et deux experts. Alors au menu, un mois d'accueil d'Ukrainiens à Bruxelles. On va aussi parler du retour de la question de l'interdiction de l'abattage rituel. La parole donnée aux citoyens pour de grands projets comme le pont marchand de Bois de la Cambre, on va en parler. Et également de l'extension du métro 3 qui est remis en cause par certains. Donc pour en parler, je le disais, deux invités politiques bruxellois et deux experts. Tout d'abord Nicolas De Decker, journaliste politique au vif. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Maria Benbach, on voit pour la première fois dans les experts, mais qui était déjà dans l'émission Solutions Capital, qui est journaliste pour Café Babel et l'agence DPA. Bienvenue. Bonjour. Plus de 30 000 réfugiés ukrainiens se sont déjà inscrits au ESL et les démarches administratives pour travailler, pour redémarrer dans la vie, pour retrouver une certaine sérénité prennent néanmoins du temps. Cela fait déjà 3 allers-retours en moins de 2 mois pour ce bus qui convoie des réfugiés ukrainiens jusque Uccle, qui renvoie des vivres au front, le même bus. Reportage Arnaud Bruckner et Yannick Van Gensbeek. Il est là après plus de 1300 km de trajet depuis Varsovie. Ce bus avec à son bord 52 réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants surtout, accueillis dans un premier temps au centre EFP à Uccle. Les personnes qui arrivent reçoivent à manger et à boire dans un premier temps. Il y a des douches qui sont à leur disposition avec des produits d'hygiène et des sous-vêtements neufs. Et on a dans l'ordre, on va s'installer ici avec un interprète. On va recevoir la famille d'accueil. On va appeler les personnes qui vont se rendre dans cette famille d'accueil. Et ensuite, les familles repartent pour veiller sur eux. Il s'agit du 3e trajet organisé par ce groupe de bénévoles qui collabore avec une association française de Varsovie. À Bruxelles, une 50aine de personnes y participent, amis ou connaissances, qui mettent la main à la pâte. Le premier bus, j'ai pu venir aussi, je suis là et je suis venue avec 2 architectes ukrainiennes qui, une d'elles travaille dans ma société, donc ça leur fait un bien fou de venir aider aussi. Dans la cargaison du bus, les quelques possessions que ces Ukrainiens ont pu emporter en fuyant leur pays et aussi quelques animaux vite libérés pour laisser la place à une nouvelle cargaison de dons, des kilos de vivres qui retournent dès cet après-midi vers l'Est. On remplit un maximum le quart de vivres, que ce soit médical ou alimentaire. Là, ça retourne à Varsovie et à Varsovie, il y a nos équipes qui sont là-bas et qui les dispatchent en Ukraine dans les points où ils en ont besoin et ça change tous les jours. Aujourd'hui, tous espèrent encore récolter suffisamment de dons pour réaliser prochainement un 4e aller-retour. Alors Nicolas De Decker, cette générosité, on la voit depuis plus d'1 mois, mais on peut se demander qu'est-ce qui va se passer après. Alors c'est vrai Jean-Jacques qu'on est... c'est d'abord réjouissant de voir qu'il y a ces élans de solidarité. On est qu'au début de cette histoire. Probablement. On sait que ça va déjà durer au moins plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et j'ai pris une espèce d'habitude épistémologique, méthodologique, pour prévoir les problèmes qui vont se produire ou les discussions douloureuses que nous aurons, c'est de voir comment l'extrême droite se positionne, Jean-Jacques. C'est un peu les gens dont on sait qu'ils vont amener les problèmes, les cristalliser, les verbaliser et en faire des problèmes politiques. Et jusqu'à présent... dans cette affaire des réfugiés ukrainiens qui arrivent ici, l'extrême droite argumentait beaucoup relativement à ce que n'étaient pas ces réfugiés ukrainiens. Et donc ils s'en félicitaient en se disant « ce ne sont pas des hommes », car ce sont souvent des femmes et des enfants, donc c'est bien. Ce ne sont pas des réfugiés qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient. Ce ne sont pas des musulmans, ils viennent d'Europe. Et donc c'était sur ceux qui n'étaient pas, ils ne seront pas là pour longtemps, et donc ça va. Et donc c'était cette construction-là qui permettait à l'extrême droite de trouver compréhensible et logique que l'on accueille ces personnes. Mais depuis quelques jours, semaines, ça se modifie déjà, et ils commencent déjà à parler de ces réfugiés, de cet afflux de réfugiés, pour ce que sont ces réfugiés. Ce sont des gens qui vont rester là. Ce sont des gens qui vont coûter de l'argent dans une certaine mesure. Ce sont des gens qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir héberger, qu'il va falloir accueillir. Et ça va représenter un coût et une forme de bouleversement pour notre société. Et je pense qu'on va petit à petit et de plus en plus, malheureusement, parler de cette question-là sous cet angle-là. Et c'est ce que je redoute, Jean-Jacques, et c'est ce que je prévois aussi. Et vous, Mariam Beva, quelle est finalement les conclusions que vous tirez de ce premier mois, un premier bilan peut-être? Moi je trouve qu'on peut clairement dire que c'est un bilan plutôt positif. Je rajouterais peut-être après coup
parce qu'on a vu qu'au début, il y avait des petits chaos, des petits problèmes au niveau, par exemple, de la coordination des services, au niveau de la communication, et même au niveau des logements où on allait accueillir, où on allait loger tous ces réfugiés qui sont arrivés un peu du jour au lendemain. Donc c'était des vraies questions. On a pris du temps au fil des semaines pour y répondre et on voit qu'aujourd'hui, les choses se mettent petit à petit en place. Vous l'avez dit, 33 000 attestations ont été délivrées par l'Office des étrangers, 1000 réfugiés ukrainiens ont été inscrits en région bruxelloise. Donc on voit que les choses se font petit à petit. Par rapport aussi aux enfants ukrainiens, on en a vu dans les écoles. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose de leur permettre de retrouver... Il y a un autre chiffre aussi, il y a déjà 5% qui travaillent déjà. C'est un chiffre qu'on a donné cette semaine. Donc on voit que les choses vont finalement assez vite pour ces réfugiés ukrainiens. Il faut le souligner. Mais d'un autre côté, je voudrais dire que on doit aussi prendre cet accueil des réfugiés ukrainiens peut-être au moins comme un exemple pour l'accueil des autres réfugiés, parce qu'effectivement, il y a eu des réfugiés avant la guerre en Ukraine, qui étaient ici en Belgique, qui étaient ici à Bruxelles, et on a vu que les choses n'allaient pas forcément aussi vite, donc je pense qu'on peut essayer de faire, dans la mesure du possible, de reprendre un petit peu les points positifs qu'on a eus pour cet accueil des réfugiés, qui pour moi est quand même assez positif aujourd'hui, après quelques semaines. Donc un nouveau modèle peut-être créé ainsi. Eh bien, on va demander l'avis de nos deux invités politiques, on va les faire entrer. On accueille nos deux invités. Ils sont deux Bruxellois, bien sûr. L'une est socialiste par intermittence, je m'expliquerai. L'autre est engagée après avoir été CDH et peut-être PC dans le ventre de sa mère. L'une est dans la majorité régionale, l'autre est dans l'opposition. L'une était échevine, l'autre se verrait bien bourgmestre un jour. On accueille donc Nadia El Yousfi, députée bruxelloise PSA de Forêt. Enfin, elle est habitante de Forêt. Christophe de Beukelard, député bruxellois, les engagés au Louis Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Nadia El Youssi, je faisais une petite remarque sur PS par intermittence. Vous avez quitté quelques semaines le PS juste avant les dernières élections. Maintenant, vous êtes bien installé au PS ? Juste après les élections, oui. Pour être précis, non, j'ai toujours été bien installé au PS et je suis Vous y êtes bien. Je suis bien, donc voilà, je suis partie pour des raisons de principe et vous êtes revenu et je suis revenu pour des raisons de principe aussi. Des raisons de principe et avec les garanties que vous désiriez, et de la transparence que vous vouliez. Transparence, meilleure pratique, démocratie participative. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Et je suis bien content d'être revenu. Oui, voilà, c'est l'occasion de vous avoir dans les experts. Merci. On est très content de vous accueillir. Alors, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous pensez, comment doit évoluer l'accueil de ces réfugiés ukrainiens ? Maintenant, ça fait plus d'un mois qu'ils se sont inscrits au ESEL, comme on disait, plus de 33 000 en Belgique, déjà plus d'1 millier inscrits dans les communes bruxelloises. Comment, à moyen terme et à long terme, on va faire ? Je pense que, évidemment, la réalité de l'arrivée des Ukrainiens à Bruxelles, on sait très très bien que, malgré un peu le sentiment que ce sont des réfugiés qui risquent de retourner, je pense que pour une bonne partie, et c'est comme ça, à chaque fois, à chaque vague, beaucoup, on sait très bien, risqueront de rester. Mais déjà, au niveau de la gestion de la crise, les personnes sont ici. Je pense que les moyens débloqués à l'initiative du gouvernement bruxellois et du ministre-président, des 100 millions et notamment 5 000 € par Ukrainien, il faut pouvoir vraiment activer, et c'est le cas à travers déjà Actiris par rapport à l'emploi. Donc on sait qu'Actiris notamment va pouvoir accueillir accompagner 5 000 personnes d'ici fin juin. Donc voilà, je pense qu'il faut voir au niveau des compétences des personnes et c'est des personnes souhaitant, comme tout à chacun, pouvoir travailler. Donc l'idée, c'est d'abord une mise au travail. Mise au travail. Aussi par rapport à un véritable accompagnement justement pour arriver au travail. Au niveau du logement, c'est vrai que voilà, le nombre est là. On prévoit 200 000 personnes quand même pour toute la Belgique, dont 20 000 rien que pour Bruxelles. Donc c'est un vrai chamboulement déjà au niveau population et augmentation de la population. Donc ce sont des défis immenses. Donc par rapport au logement, maintenant ce qui est prévu, le coordinateur régional justement, avec cette coordination avec les différentes organisations et instances, pouvoir justement trouver des solutions. Et c'est vrai, longtemps on a souvent dit, ils vont pouvoir bypasser toutes les personnes qui attendent, et les listes sont très longues. Non, l'idée n'est pas là. L'idée est de pouvoir
pourquoi pas avoir au niveau des bureaux, il y a des bureaux vides et pouvoir les utiliser dans ce cadre-là. On a parlé aussi de ce qu'on appelle les modulaires. Village. Oui. Voilà, un village. Et donc, je pense qu'il faut absolument, et je pense que là, le coordinateur s'attelle à ça avec les différentes instances, pour ça. Et vous, qu'en pensez-vous, Christophe de Beuquelard, de ces moyens qu'on commence à mettre en place pour cet accueil ? Mais je dirais enfin, on aborde une crise migratoire de manière un peu positive, avec l'envie que ça se passe bien, où tous les acteurs essayent de se coordonner. Alors, on doit quand même se rendre compte, parce qu'on le dit peu, mais on attendait 200 000 réfugiés. En Belgique, on en a 35 000, 33 000. Donc, ce n'est pas du tout la vague qu'on avait attendue. Et donc, on doit avoir les capacités de faire ça de manière positive. Et on sait qu'une migration qui se passe dans des bonnes conditions, où l'accueil est bon, où les gens arrivent à s'intégrer dans le marché de l'emploi et dans la vie sociale de la région où ils arrivent, eh bien, est un plus tant au niveau social qu'économique pour la région. Et donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit aborder les choses et essayer, avec ces Ukrainiens, de leur donner en fait l'accès au marché de l'emploi. On a des pénuries de main-d'œuvre dans un tas de secteurs, par exemple. Eh bien, c'est une opportunité pour essayer d'adresser ces problèmes d'une manière supplémentaire. Mais sur le logement, parce que ça, c'est un vrai problème. Beaucoup de gens proposent des chambres, parfois, ou des locations, gratuites ou pas. Il y a ces idées de villages modulaires, ces idées de logement dans les bureaux. Christophe de Beuquelard, quelle est la bonne solution pour vous ? Je pense que comme dans tout, il n'y a pas une seule bonne solution, ça va être un mix de solutions et il faut toutes les petites pierres qui pourront participer à l'édifice seront importantes et je pense que toutes les pistes envisagées sont bonnes. Mais ça doit être du temporaire, évidemment. À un moment donné, ce qu'il faut, justement, c'est que les personnes qui vont rester ici pendant un temps certain, au-delà de 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, celles-là, il faut qu'elles aient un vrai logement pour pouvoir accéder au marché du travail de manière correcte et contribuer à la richesse nationale. Ça ne va pas créer une pression sur le marché immobilier bruxellois, ça ? Peut-être un peu, mais il va falloir aussi qu'on assume les conséquences. Personne d'entre nous avait envie que Poutine envahisse l'Ukraine. Donc c'est évidemment quelque chose où tout le monde va devoir assumer une partie des conséquences. Mais je vous le dis, si on arrive à créer une vraie intégration sur le marché de l'emploi, et c'est l'essentiel, et il y a de la place, puisqu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, alors tous ces problèmes-là seront secondaires par rapport à la richesse qui sera créée. Mais ici, au début, il y a aussi une espèce de revenu d'intégration au niveau du CPS, et ça prend un peu de temps. Certains, les infos nous reviennent, et on attend, dans certaines communes, ça va plus lentement que d'autres. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit mieux coordonné ? Je pense que là, c'est vraiment, vous l'avez rappelé, donc il y a déjà 80% des personnes qui sont en famille. Donc ça, il faut saluer évidemment l'action de nos citoyens à ce niveau-là très rapidement dès que les personnes sont arrivées ici. Par rapport aux réponses, et ça, c'est évidemment le problème, et c'est aussi une question importante de pouvoir uniformiser un peu la manière de répondre aux gens dans tous les CPS. Et ça, je pense, ça va être le rôle du coordinateur dans ce cadre-là avec ça, pour faire en sorte que les réponses puissent arriver plus. Parce que ce risque va aussi permettre à certains de pouvoir, pourquoi pas, louer aussi. Donc ça, je pense, c'est un élément important qui va leur permettre de louer, qui va leur permettre un peu de déjà être dans du plus durable que les réponses d'urgence qu'il y a pour le moment. On voit souvent qu'on leur demande aussi une garantie au départ quand on veut louer. Et quand on a un revenu d'intégration, on n'a pas assez pour la garantie. Mais ça, c'est le travail qui se fait aussi avec les CPS par rapport à la garantie locative, notamment. Il faut aussi développer à ce niveau-là. Jean-Jacques, vous en avez parlé, mais qui est spécifiquement bruxellois, ou en tout cas beaucoup plus spécifiquement bruxellois qu'il n'est fleurusien, âme-sur-nalinois ou jean-bloutois. C'est-à-dire que les personnes qui sont aujourd'hui, depuis l'Ukraine, hébergées dans toute une série d'autres communes par la population qui accomplit par là des gestes de solidarité formidables, quand ils désireront gagner un peu d'autonomie, eh bien, c'est plutôt à Bruxelles qu'ils viendront chercher un bien sur le marché locatif qu'à Jean-Blou, à Fleurus, à Âme-sur-Ornaline, à Chapinot, que sais-je, ou à Meux, que vous connaissez bien, dans le Namurois, Jean-Jacques. Donc ce sera une question qui se posera plutôt aux grandes villes qu'aux petites. Et je ne suis pas sûr à discuter avec plusieurs responsables et communaux et régionaux à Bruxelles, que cet enjeu spécifique-là, sur le logement, sur le marché locatif privé, cet enjeu soit vraiment bien considéré. On est encore, j'ai l'impression, dans une forme de gestion d'urgence. On se dit, ok, on va construire des camps, on va essayer de transformer des bureaux, mais on ne reste pas 3 ans dans un bureau transformé, dans un lit pliant. Non, mais ça veut dire qu'on a un peu plus de temps aussi pour organiser tout ça. C'est la phase qui doit, à mon avis, commencer maintenant et qui doit notamment être coordonnée par la région. Donc, et à un moment donné, les communes
Je pense de nouveau, une fois de plus dans cette crise, on s'est rendu compte quand même de l'utilité des communes qui sont au plus proches de la population et donc pour certaines choses c'est super important et super efficace. Mais maintenant, en effet, pour cette vision stratégique globale du plus long terme sur le marché locatif bruxellois, bien là on va attendre et d'ailleurs on pose, ma collègue Véronique Lefranc pose une question d'actualité au Parlement aujourd'hui pour responsabiliser le ministre évidemment qui doit prendre ces choses en main. Le fait qu'il y ait un coordinateur, Pierre Verbeer, l'ancien médecin du Monde, qui s'occupe de tout, vous êtes favorable, vous, dans l'opposition, à cette désignation ? Je pense qu'en tout cas c'est toujours bien d'avoir une coordination régionale, oui, tout à fait. Il faut... alors est-ce que ça devait être une personne, ça devait être quelqu'un de l'administration, j'en sais rien, ça franchement j'ai pas envie de polémiquer, mais ce qui est important c'est à un moment donné d'avoir un leadership régional, c'est ce qui manque dans tous les dossiers dans cette région. Et donc, si pour une fois on peut en faire un peu trop que pas assez, je dis pas non. On s'était plaint au début, Nadia dit aussi, que les communes devaient s'occuper de tout, le fédéral ne s'occupait pas de grand-chose, la région était absente. Là, maintenant, ça a changé. La donne a changé. Par rapport à cette question-là, justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment saluer l'action de la région et donc du ministre-président Rudy Verwoerd. Il n'est pas tout seul au gouvernement. Non, il n'est pas tout seul. C'est pour ça que je dis c'est quand même le gouvernement et tous les partis. On est d'accord. Non, évidemment, c'est le ministre-président, mais évidemment, c'est avec son gouvernement. Les choses s'accordent évidemment dans un gouvernement et se font ensemble. Et les communes, donc vraiment saluer le travail des communes qui est, comme l'a rappelé mon collègue, est le lieu de proximité par excellence. Mais je pense que Bruxelles a vraiment joué un rôle important justement dans la gestion de crise, dans l'accueil, etc. Mais je pense que les deux autres régions ont aussi un rôle important dans la deuxième phase qui est celle de la solution plus durable. Et donc c'est là où l'importance aussi pour un coordinateur de pouvoir aussi à la fois interpeller les différentes institutions, le travail avec les autres régions, mais aussi l'implication du fédéral. Il faut que le fédéral, une fois pour toutes, c'est pas la première fois que se pose la question par rapport justement à l'accueil des réfugiés du fédéral, qui a des manquements là-dedans. Et cette fois-ci, il faudrait l'importance qu'il puisse s'impliquer un peu plus. Alors, autre grand sujet de la semaine, c'était ce grand défi de Bruxelles pour les 15 ans à venir, c'est l'extension du métro vers Schaerbeek et vers Evere. Et ce défi est de plus en plus critiqué. La commune de Schaerbeek a mis des réserves, des académiques sont vent debout contre ce projet budgétivore, les écolos freinent et des voisins ont peur de la disparition du tram 55. Dans Versus, mercredi soir, le boss de la STIB, Bru de Meus, a tenté de les rassurer. Il y aura le métro, mais on va restructurer le tram en surface, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser l'infrastructure existante pour créer des nouvelles liaisons et des nouvelles lignes. Donc on va utiliser les deux, on va avoir l'atout et du métro et l'atout du réseau existant. N'oubliez pas que dans les années 70, il y a eu beaucoup de suppressions de lignes de tram à Bruxelles et qu'on le regrette aujourd'hui amèrement. Et donc tout ce qu'on va pouvoir conserver, on va le conserver, en faisant plus rouler un 55 exactement au niveau en suivant le tracé du métro, mais on va utiliser cette infrastructure pour améliorer encore les connexions entre le tram, le bus et le métro. Est-ce que le CDH est favorable au métro et à ces dépenses budgétaires énormes ? Pardon, oui, les engagés. Oh là là, parfois on se trompe de jour, parfois on se trompe de nom de parti. Voilà, les engagés. Les engagés. Mais les engagés, oui, ils pensent qu'on va devoir quand même un peu changer de méthode à Bruxelles et ne pas systématiquement remettre en cause tous les 5 ans les décisions qu'ont pris les prédécesseurs. Donc le métro, c'est une décision qui a été prise il y a 10 ans, avec tous les arguments qu'on entend aujourd'hui et qui sont pour partie vrais. C'est budgétivore, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais donc tous ces éléments-là étaient connus au moment de la prise de décision. À un moment donné, des gens ont pris des responsabilités, ont pris des décisions, ont budgété les montants. Il y a déjà pas mal de montants et d'énergie et de travail qui a été engagé sur ce dossier. Et donc, à un moment donné, faire et défaire, c'est toujours travailler, mais il faut pouvoir avancer et mener des grands projets structurants dans ce pays et dans cette région. Et donc, nous, on pense qu'il faut poursuivre l'extension du métro et surtout pas céder aux pressions d'écolos aujourd'hui dans le gouvernement qui veulent, une fois de plus, remettre en cause les décisions du passé. Alors Nadia Yousfi, vous vous sentez encouragée par l'opposition engagée ? Par mon collègue, oui, tout à fait. Je pense que là, on est tout à fait d'accord. Et par rapport à mon groupe, donc le PS, je pense que là, la position du PS a toujours été claire et constante dans ce dossier-là. Bon voilà, je pense qu'il faut à un moment donné respecter aussi les accords de majorité. Ils sont là. C'est un dossier qui est là depuis très longtemps. Les budgets, on en parle, mais je veux dire, on oublie aussi qu'il y a pour le moment l'inflation. Je veux dire,
dire, les projections qu'on fait des années, je pense que voilà, l'évolution à la fois des matières et autres, les problèmes qui peuvent aussi survenir. Ça ne va pas impacter trop le budget. Voilà, vous. et donc je pense que pour ça, il faut vraiment pouvoir respecter les accords qui ont été pris. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que certains partis hésitent tout à coup. Une des remarques, c'est de dire ça risque d'empêcher d'avoir d'autres projets en matière de logement, par exemple. Mais c'est un choix politique. Hein. Je veux dire, voilà, une majorité, il y a des choix politiques qu'on opère, c'est des choix qu'on fait. Et ceci est un choix qui est important pour nous. Je veux dire, ici, il s'agit quand même... À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. À partir du moment où on dit moins de voitures, il faut pouvoir proposer des alternatives. Et je pense que le métro est un outil qui est le plus rapide, qui est celui qui prend le plus de monde. Il ne faut pas oublier aussi que pour du côté nord, il y a des communes où il n'y a pas de métro. Je parle de ma commune notamment. Je parle de Scarbeck, de Saint-Josse, des Verts. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi permettre à ces populations-là, de ces quartiers-là, qui sont plus densément peuplés, de pouvoir aussi se mouvoir comme tout un chacun. Que personnellement, vous voulez que votre commune de Forêt soit bien reliée à Evere, par exemple. À Evere, au centre. Mais écoutez, je suis forestoise, mais pour aller au centre, c'est pas évident. Oui. Alors, bon, quand il y a des populations, il y a des personnes âgées, il y a des PMR, il y a des mamans avec poussettes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir mettre... Il ne faut pas non plus que des populations, notamment du Nord, aient un sentiment d'être des citoyens de seconde zone par rapport aussi à ce besoin-là. Maria Bemba. Oui, Nadia Youssi, vous parliez justement là de la population, mais je pense que la population n'est pas forcément contre l'idée de la mise en place de cette nouvelle ligne de métro, mais elle se pose des questions. On l'a interrogée, on lui a donné un dossier de 7000 pages, mais elle n'avait que 30 jours pour le lire, donc c'est pratiquement impossible. Donc c'est normal qu'à côté, elle se pose des questions par rapport à la légitimité de la mise en place de ce tunnel. Mais je pense que là, c'est tout à fait légitime. Je veux dire, là, on n'est pas contre le fait que les citoyens puissent émettre des questions, des craintes, etc. Il faut pouvoir y répondre. Il faut aussi rappeler que la STIB a fait quand même un sondage et où quand même plus de 70%, si ce n'est pas 80%, sont d'accord avec le métro. Le même problème s'est posé par rapport à la ligne 2 du métro. Hein. Donc il y a eu des réactions. Maintenant, il n'y a plus personne qui parle de la ligne. Au contraire, on trouve que ça a été bénéfique. Donc je pense qu'il y a des lieux de concertation et là, je pense qu'il faut pouvoir répondre aux craintes des personnes. C'est-à-dire qu'il faut tellement de temps pour faire une ligne de métro que ça laisse du temps, évidemment, à ceux qui sont contre. Christophe de Beuquelard. Il faut quand même se poser la question, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui à Bruxelles si nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas eu le courage politique, financier à l'époque d'investir dans le métro? On aurait aujourd'hui un Bruxelles sans métro et je ne suis pas sûr qu'on vivrait mieux. Mais justement, est-ce que vous trouvez qu'au lieu Saint-Pierre, en étant desservi comme il l'est aujourd'hui, c'est mieux que Uccle qui ne l'est pas par un métro? En tout cas, au lieu Saint-Pierre, on est super content d'avoir ces deux stations de métro et qui créent vraiment des pôles de mobilité, de commerciaux vraiment importants. Je voulais peut-être dire encore un petit mot sur le budget, parce qu'on nous dit que ça coûte cher. On nous avait dit, en début de législature, on va faire les fameux investissements stratégiques dans le budget bruxellois. C'est 500 millions d'euros qui sont sortis du budget pour des investissements stratégiques. Et on nous avait dit, c'est pour le métro. 500 millions d'euros par an sur 5 ans. Je ne vais pas vous faire la fronde, faire le calcul à votre place, mais ça fait 2,5 milliards d'euros. Et donc, c'est le coût du métro. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est qu'en fait, on est en milieu de législature, ou en deuxième partie de législature, et on nous dit « Ah oui, mais en fait, finalement, l'argent, on l'a dépensé à autre chose. » Parce que c'est ça la vérité. On l'a dépensé en matériel roulant, on l'a dépensé en rénovation des tunnels, et on ne l'a pas mis dans le projet principal qui était là pour être financé, c'est-à-dire le métro. Donc c'est une question de choix. Quand le gouvernement nous dit gratuité des transports en commun pour les jeunes et les seniors, c'est 25 millions d'euros par an. Un métro, c'est amorti sur plusieurs décennies. Vous prenez 40 ans, 25 millions d'euros par an sur 40 ans, c'est 1 milliard d'euros. Donc c'est une question de choix politique. Et donc ce métro, il est finançable, mais il faut pour ça avoir du courage politique, non seulement de réserver les budgets et de faire les réformes nécessaires. On en a proposé plusieurs au Parlement, des réformes structurelles à Bruxelles pour trouver des moyens financiers. Nicolas de Decker. Je voudrais simplement faire une petite mise au point par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit ici, mais je l'entends souvent et c'est un peu une espèce de mal bruxellois, voire belge, c'est de dire qu'il n'y a que chez nous que ça ne va pas, il n'y a que chez nous que les budgets explosent et que les délais explosent. Alors c'est vrai, c'est incontestable et il faut le dire et le répéter, le budget de ces travaux explose, les délais explosent et c'est dégoûtant, c'est un scandale, ça m'énerve d'autant plus que c'est la ligne que je prends pour aller au travail, Jean-Jacques. Donc vraiment, je suis peut-être un peu en conflit d'intérêts, mais quand même. Mais il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe partout dans les pays occidentaux. Donc c'est pas un argument, c'est un argument, mais c'est un argument en soi, mais il ne faut pas en faire une singularité bruxelloise qui serait propre uniquement à notre incompétence
ou que sais-je, ou la fusion des communes, ou j'en sais rien. Si vous regardez, on sort de Bruxelles, on peut aller à Mons, on pense à la gare de Mons, mais ça c'est encore dans ce même tropisme opposé à la Belgique, qui dénigre somme toute la Belgique. Mais si vous allez à Lille, il a fallu 45 000 ans pour faire un stade. Ils ont plein de problèmes de métro. À Bruxelles, il faudra peut-être aussi 45 000 ans pour avoir un grand stade. Aussi. Et pour l'instant, on l'a pas. Mariam Bemba voulait intervenir. Oui, je me demandais en fait. Effectivement, l'idée de mettre en place cette nouvelle ligne de métro, c'est une bonne idée, qui relie le nord au sud du pays. Ça peut aider effectivement les Bruxellois. Mais une simple question, est-ce qu'on n'aurait pas pu renforcer la ligne de tram que vous parliez, la ligne 55, qui relie déjà le centre-ville à Bordeaux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu travailler sur cette ligne de métro pour justement peut-être éviter un petit peu... C'est une ligne de tram, oui. Nadia Yousfi. Pour ceux qui connaissent quand même le coin, et j'ai beaucoup de collègues qui y habitent, et donc aussi ce qui nous a renvoyé, c'est que c'est déjà un réseau qui est hyper saturé. Donc c'est vraiment cette ligne-là. Voilà. Et en fait, et donc c'est une ligne qui est déjà très saturée. Donc je ne vois pas comment va-t-on pouvoir améliorer, si ce n'est justement, je pense que le métro va pouvoir participer à ça. Donc, un dernier mot de conclusion. Et je pense qu'il y a eu une erreur, et puis on passe à autre chose. Une erreur originelle qui explique en partie les dérapages qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on a confié la conception de ce métro à Belle Iris. Or, on aurait dû garder ça à Bruxelles avec des acteurs bruxellois. Comment ça se fait que Bruxelles Mobilité n'a pas les capacités de mener ce genre de projet en collaboration avec la STIB? Ça, c'est une grande question de fonctionnement en fait des institutions bruxelloises parce que c'est une connaissance du terrain très fine qu'il faut avoir pour mener ce genre de projet. Et on a un peu l'impression que cette connaissance elle a été perdue dans le projet. Si on avait pu mener le projet depuis Bruxelles avec Bruxelles Mobilité et la STIB, je pense qu'on aurait peut-être arrivé à un résultat plus en adéquation avec les attentes des citoyens. On reparlera de ça. C'est un sujet intéressant de voir le rôle, effectivement, de Belle Iris dans tous les travaux à Bruxelles et comment ça peut évoluer. Bon, je vous propose de passer à nos têtes d'affiche. Une galerie de portraits de personnalités qui ont marqué la semaine. À vous d'en choisir un ou une qui vous plaît, qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Nadia Yousfi. Tout d'abord, Catherine Spaak, star belgo-italienne des années 60-70, décédée à 77 ans. Radu Lupu, fameux pianiste classique roumain, disparu cette semaine à 76 ans. Alors peut-être que vous connaîtrez davantage David Rouf, le gardien ex-anderlechtois sauveur de la Gantoise en Coupe de Belgique, ou alors Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères en congé pour rester aux côtés de son mari malade. Qui choisissez-vous? De qui voulez-vous parler? Mon choix va être rapide et clair, Sophie Wilmès. Et pourquoi? Parce que, justement, je veux dire, en tant que femme, justement, c'est souvent cette question de pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale. En tant que femme, et seulement les femmes? Généralement, pour le moment, c'est encore beaucoup les femmes. Oui. C'est vraiment une question qui se pose beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, il y a des changements qui commencent à opérer, mais c'est quand même une majorité les femmes qui sont encore dans ça. Mais c'est surtout par rapport aux gestes posés par Sophie Wilmès, qui est quelqu'un que je respecte énormément en tant que ministre, et par rapport à ce qu'elle vit. Et donc, vraiment faire un choix, avoir le courage de faire ce choix-là, je le salue. Et donc, vraiment... Et tout le monde a salué, il faut dire. Avec toutes mes tout le monde était vraiment, bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'un homme ferait la même chose? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Alors, je vais proposer 4 autres personnes à Christophe de Beuquelard. Tout d'abord, Toet Stielemans, l'harmoniciste des Marolles, honoré à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Elio Di Rupo, socialiste montois, honoré par un buste à la Chambre. Gilles Remiche, comédien Magritte du second rôle, qui a péri à 43 ans. Ou Maïté Meus, créatrice de Balance ton bar, couronnée par un prix d'Amnesty International. Alors, Toet, Elio, Gilles ou Maïté? Qui choisissez-vous? Moi, je dirais toutes quand même. Voilà, on est. Pourquoi? Parce que je pense qu'on vient de parler du métro, par exemple, mais il y a c'est un peu exemplatif de cette fierté bruxelloise et de cette dynamique bruxelloise qu'on essaye de refaire revivre, à laquelle on essaye de donner un second souffle aujourd'hui. Et donc, ces grandes figures qui ont fait le pays et la ville, je pense que c'est vraiment... Alors, important de les garder. Ouais. Alors, 5 infos de la semaine. Je vais vous demander d'en choisir un ou une qui vous a énervé ou qui vous a ravi. C'est les mêmes 5 infos pour tous les deux. Et c'est Christophe de Beuquelard qui choisira d'abord. Le Moskva touché, coulé. Donc, ce bateau, ce croiseur russe coulé par des Ukrainiens. La fin des chaudières à gaz en 2025 qui a l'air d'être dans les plans du gouvernement. À Molenbeek, c'est 9 fusillades en 8 mois. Ou à Molenbeek, toujours la levée du port du masque dans 3 rues pendant 15 jours, et l'OMR qui veut une allocation universelle
quel est le sujet qui retient votre énervement, votre ravissement, Christophe de Beuquelaar? Moi, je pense que... qu'est-ce que je vais choisir? Vous n'avez pas toute l'émission. Pour non, on va prendre le Mosva touché coulé. Je pense quand même qu'aujourd'hui, moi je ne me réjouis pas de ces actes guerriers, mais je pense que l'Europe est en train de fondamentalement changer. La géopolitique mondiale est en train de changer et on doit tous, de temps en temps, un peu lever le nez du guidon. Et les autres sujets sont évidemment intéressants, mais concernent finalement... des sujets finalement qui vont être assez périphériques par rapport à des grands enjeux comme celui-là. Et vous, Nadia Yousfi, dans ces 5 infos, quelle est celle qui vous a ravi ou énervé? Bon, au niveau... il y en a plusieurs, mais au niveau de Molenbeek, les deux, mais je prendrais... Enfin, donc, comme on est encore... La pandémie n'est pas terminée, la levée du port du masque. Non, donc pendant 15 jours, on a dit qu'il fallait porter le masque dans 3 rues de Molenbeek. Oui, donc là... C'était une bonne idée ou pas? Je peux comprendre les craintes vu les chiffres, mais je pense que justement, pendant tellement longtemps, on était souvent dans des situations où les gens d'ailleurs se posaient la question sur les différentes informations contradictoires. Et donc, le besoin d'avoir des réponses uniformes pour tout le monde, je pense que là, il aurait peut-être fallu une meilleure concertation sérieuse, parce que le même problème, vous allez à la rue Neuve, c'est le problème, vous allez à l'avenue Louis, c'est le problème, vous allez au Hall Saint-Géry le soir, je veux dire... il y a autant de monde qui est... Et donc, ça aurait été... Oui, j'aurais préféré quand même une meilleure concertation. Donc, une erreur de la bourgmestre Catherine Mouron. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus de concertation, je pense, au niveau régional pour ça. Ça aurait été... Il y avait quelques décos. Une uniformité, régionale. Ça aurait été plus... voilà. Alors, une question bonus pour tous les deux. C'était jeudi soir. Jeudi soir, le cordon sanitaire francophone a été brisé lors d'un débat sur une chaîne flamande, c'est déjà assez étonnant, entre Tom van Grieken et Georges-Louis Boucher. D'ailleurs, vous avez suivi ça de près, vous qui, Nicolas Decker. C'est-à-dire que vous connaissez bien les problématiques de cordon sanitaire. La VRT n'a pas brisé son cordon sanitaire, puisqu'elle n'est pas concernée. Donc elle peut laisser débattre des gens d'extrême droite avec d'autres représentants de partis traditionnels. Mais Georges-Louis Boucher lui-même a contrevenu au cordon sanitaire tel qu'il s'applique en Belgique francophone, selon plusieurs points de vue. Je vais être un peu embêtant, mais nos téléspectateurs doivent le savoir. D'abord, il y a des chartes qui ont été signées par les présidents de partis francophones, dont le MR dans les années 90, dans lesquelles il est explicitement dit « on ne va pas dans des émissions de télévision et de radio avec l'extrême droite, on n'y va pas ». Et ça va même au-delà, parce que les candidats, je pense, dans tous les partis démocratiques, au moment où ils s'engagent pour les élections, doivent signer une charte de bonne conduite, en disant qu'ils respecteront les principes de leur parti, c'est bien le minimum. Et dans ces chartes de bonne conduite, en tout cas pour le maire spécifiquement, c'est explicitement inscrit. Il faut respecter les chartes du cordon sanitaire des années 90, donc on ne peut pas. Et donc Georges-Louis Boucher a contrevenu au propre règlement de son propre parti en allant débattre avec Tom van Grieken. J'ajouterai un élément, parce que vendredi après-midi, les partis signataires de cette charte de 99 ont demandé à Georges-Louis Boucher de clarifier sa position d'ici lundi matin. Donc, on en saura davantage après la diffusion de cette émission, mais je voulais un peu avoir votre avis, votre sentiment par rapport à cette problématique. Christophe de Beuquelaar, la vôtre d'abord? Je pense que la problématique, c'est quoi? C'est est-ce que les hommes et les femmes politiques peuvent tout faire pour être dans les spotlights et et se faire connaître. Certains qui sont prêts à venir sur BX1 le samedi. J'ai entendu parler. Des journalistes aussi d'ailleurs. Oui, continue. Donc je pense qu'on doit un peu ramener les choses. Le problème aussi, c'est que pour parler de Georges Boucher spécifiquement sur ce dossier, il avait tweeté il y a 1 an ou il y a 2 ans en se critiquant justement le fait que certains aillent débattre avec le PTB en disant c'est l'extrême gauche et du coup, enfin l'extrême gauche qu'elle est débattre avec l'extrême droite, du coup nous le cordon sanitaire et tout, et puis après il fait le contraire. Et donc c'est ça qui est, moi je pense qu'on doit retourner vers une politique du fond où on est moins dans le show. Je pense que ce qui s'est passé là, cet incident, ça fait partie de ce show et donc je le regrette. Il faut garder le cordon sanitaire médiatique pour vous?
Ah oui, je pense en tout cas, on a vu que ça fonctionnait. Il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles depuis un bon moment. Peut-être juste préciser que le cordon sanitaire médiatique, c'est pour des directs. Là, c'était une émission enregistrée. Nadia Yousfi, vous, votre remarque? Je pense que là, on se rejoint tous, et donc le rappel était bon de la part de votre expert. Mais voilà, donc je pense que la politique 2.0, malheureusement, a ses limites et on oublie le fond et que la politique, c'est du fond. Donc, c'est pas du jeu. Et donc là, malheureusement, par rapport à Georges-Louis Boucher, avoir posé cet acte de cette manière-là, et rompu le cordon sanitaire que nous, on respecte du côté francophone. Et on a vu le résultat. Donc, il n'y a pas d'extrême droite. Et surtout dans un contexte où malheureusement le populisme est là et voilà, nos voisins à côté, l'extrême droite engrange à chaque fois on a un des seuls pays qui fonctionne comme ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien. Une partie de pays. Voilà, je pense que justement en tant que parti démocratique, à un moment donné, à se positionner clairement et l'assumer. L'extrême droite, c'est l'extrême droite. Et donc, ce cordon sanitaire, pour moi, il doit être maintenu, voire renforcé. Alors, l'avis des citoyens, c'est important, surtout quand on change leur environnement, leur espace public. Parfois, on n'arrive pas à se mettre d'accord, par exemple sur le bois de la Cambre, et hop, alors on crée un panel citoyen. Parfois, ça prend du temps à décanter, et du coup, les citoyens commencent à rêver. Et ça, c'est le cas du pont marchand à Anderlecht. Beixin, avec Bruce, avait invité des citoyens à débattre de l'avenir de ce pont marchand, carrément même sur le pont. Extrait de cette émission de lundi. Moi, je partage cette expérience comme habitant, de passer sur le pont et de profiter du panorama. Je passe pour courir. Je passe aussi avec mes enfants qui sont des jeunes cyclistes. Et c'est une zone très sécurisée qui permet d'accéder au canal quand on vient de Kuregem très facilement. Moi, je suis pour que le pont continue d'être un pont accessible aux piétons, aux sportifs, aux personnes du quartier qui l'empruntent régulièrement depuis qu'il est sans voiture. Alors donc, cette voix donnée aux citoyens, et on l'a vu donc au pont marchand, est-ce que ça va être écouté, Nadia Yousfi? Est-ce que quand des citoyens disent voilà, nous on aimerait bien que notre pont puisse circuler facilement à vélo, que les enfants puissent jouer, que les voitures ne soient pas trop présentes, est-ce qu'on doit écouter cela sans faire attention aux autres problématiques parfois plus industrielles ou nécessitant de la mobilité entre le vieux Anderlecht et le nouveau Anderlecht, par exemple? Mais je pense que, évidemment, quand un projet tarde à être rénové, et donc ce n'est pas le seul lieu où il y a d'autres lieux, il y a d'autres lieux où les gens s'emparent, ou le citoyen s'empare d'un lieu pour en faire un lieu récréatif, et on peut tout à fait le comprendre. Mais je pense qu'il y a moyen, dans le cadre des concertations, d'essayer de concilier un maximum. Je pense comme vous disiez, entendre cela, c'est aussi entendre d'autres. Je pense que il y a d'autres attentes ailleurs, et donc on ne peut pas entendre les uns sans entendre les autres. Et je pense que là, il y a, par rapport à ce pont, il y a quand même des défis qui sont là par rapport à ce quartier-là, et notamment par rapport au lien entre ce nouveau quartier, le nouveau Anderlecht, et ce qu'on appelle l'Anderlecht historique. Et donc, je pense que là, justement, vu la concertation et l'action conjuguée entre la région et la commune d'Anderlecht, le pouvoir faire en sorte que ce pont puisse être rénové, et c'est ce qu'on appelle aussi un pont pour tous, c'est pouvoir, qui pourra être aussi fermé à différents moments, pour des activités, mais je pense qu'il est intéressant d'un point de vue aussi économique. C'est quand même on est dans une zone qu'on appelle d'entreprise de logement, et vu que d'un côté on va avoir des nouveaux habitants, donc c'est plutôt un maximum de logements de stand-in, un peu moins au niveau logement public, encore moins au niveau social, ce pont va être vraiment un lien entre et c'est bien de pouvoir créer ce lien entre ce nouveau quartier et l'Anderlecht historique, mais pouvoir faire en sorte que ce pont puisse être rénové et resservir aussi au niveau de trafic, puisque il a été inscrit comme voirie oui, parce qu'on de a quartier. vu que
les citoyens qui habitent tout près, évidemment, ils sont pour cette oui, utilisation agréable. Oui, du on pont. aimerait bien la garder, mais en attendant, je veux dire, Mais il y a un le projet. bourgmestre d'Anderlecht, lui, il dit oui, mais attention à la mobilité entre les différentes parties de la commune. Votre avis, Christophe de Beukelaar, là-dessus? Oui, moi je pense que dans l'immédiat, il va falloir qu'il y ait la circulation sur ce pont. Alors ça ne doit pas être la circulation intense, ça ne doit pas être tout le temps, on peut aménager les choses, mais on va créer 4000 logements là, dans les années qui viennent, c'est gigantesque. Et donc si on veut créer aussi une cohésion sociale dans Bruxelles, il faut que les gens puissent circuler, se rencontrer, et donc je pense qu'on peut, et ce pont est assez large, on peut être créatif et avoir des fonctions différentes, mais je pense que dès maintenant dire qu'il n'y aura plus jamais de voitures qui passeront sur ce pont, c'est excessif et on n'arrivera pas aux objectifs qu'on veut. Et alors, ça va être le report de la circulation sur les quartiers avoisinants. Donc, c'est toujours les personnes qui sont là, qui vivent et qui utilisent cette infrastructure sont contents qu'on enlève les voitures. Mais il faut se demander où est-ce qu'elles vont aller. Et on donc, peut dire la même chose pour le bois de la Cambre. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas deux entrées d'autoroute. Les deux seules entrées d'autoroute sur Bruxelles, d'ailleurs, c'est celle-là. Ce sont celles-là, à proximité, avec des axes structurants comme la chaussée de Mons, etc. Oui, cette activité et ce dynamisme économique et social, ça demande aussi de se mouvoir. Et donc, voilà, je pense qu'on Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, Maria Bemba, sur ce pont? J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde, parce que si on écoute les habitants de ces deux quartiers où le pont fait la jonction, ils veulent vraiment que ce pont reste un endroit de passage, de rencontre. Et on l'a vu aussi pendant la pandémie, en tout cas ils l'ont dit, que ça a été vraiment, le pont a joué vraiment une fonction essentielle, parce qu'on sait que la plupart des Bruxellois vivent en appartement, n'ont pas forcément de jardin. Donc c'était un peu leur seul endroit dans le quartier pour respirer un peu et pour se poser tranquillement. Donc c'est très bien qu'il y ait des débats citoyens, et j'espère qu'on va un petit peu les écouter. Maintenant, je pense qu'on peut trouver un compromis avec peut-être les entreprises qui sont dans la zone où se trouve le pont, et faire des heures de passage comme il y a sur la chaussée d'Ixelles. Pourquoi pas? J'espère que dans le nouveau pont, ce sera... Oui, c'est des défis. C'est des défis, tout à fait. De mixité des fonctions, mais comme on l'a rappelé, avec tous les logements qui vont être créés, il faut pouvoir aussi, vraiment, en termes de cohésion sociale, comme l'a aussi rappelé mon collègue, pouvoir créer des liens entre les deux. Et je pense que dans le cadre des concertations, il y a moyen, vraiment, justement, par rapport justement à ces nouveaux habitants, on va devoir proposer soit des infrastructures et autres. Et je pense que tout ça peut se goupiller un maximum. C'est vrai qu'on a une pandémie qui a permis à ce qu'on puisse utiliser des espaces. Voilà, la pandémie, on ne peut pas dire qu'on est à la fin, mais voilà, la vie reprend, et il faut à un moment donné pouvoir refaire de ce quartier quelque chose de beaucoup de dynamique qui ne peut pas rester non plus comme ça. Vu de l'extérieur, Nadia Yousfi, sur pas mal de cas, on a l'impression que le PS est très en pointe sur tout ce qui est le logement, notamment le logement social, mais pas que, et que Écolo est plus en pointe sur priorité à l'espace vert et à l'espace de rencontre. Et comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux? Parce qu'on a vu au Champ des Cailles, c'est difficile. Je sais. Écoutez, moi j'ai été échevine dans ma commune pendant 2 ans et demi, mais par rapport à des projets comme le plan logement, on est arrivé à combiner le tout. Il y avait des potagers au départ. C'est pour ça que je dis parfois, voilà, les habitants ont à un moment donné une possession d'un lieu, ils oublient que ce sont des lieux qui sont publics, et qu'à un moment donné, quand on a des besoins comme le logement, quand j'étais échevine du logement, à un moment donné, il a fallu développer des constructions dans le cadre du plan logement. J'ai mis à disposition à la région un grand terrain où il y avait notamment des potagers, où les citoyens, pendant des années, utilisaient ces potagers comme lieu de rencontre, comme lieu de plantation et autres. Et à un moment donné, dans le cadre de la concertation, on a pu trouver quand même un accord où les jardins, la grande partie des jardins étaient quand même restés les potagers, et c'était aussi c'était des logements moyens et sociaux pour continuer aussi à créer une certaine cohésion aussi entre les populations et puis ceux du quartier qui venaient continuer à venir. Il faut que vous conseillez. Et donc là, je pense que les moments de concertation sont importants, et donc c'est vraiment quelque chose auquel on tient aussi. Et donc, Christophe de Beukelaar. Sur le pont marchand, il y a aussi un souci, c'est qu'on se focalise de nouveau sur un tout petit tronçon sans regarder le problème global. Et par exemple, dans ces quartiers-là, à Anderlecht, vous avez le parking Steria,
qui est un échec cuisant de ce gouvernement et de la ministre Van den Brandt, qui est vide en permanence, qui a coûté, si je ne me trompe pas, 15 millions d'euros à la construction et qui n'est pas utilisé. Donc quand vous expliquez aux gens que vous n'arrivez pas à faire utiliser et à optimiser les parkings dissuasion, mais qu'à côté de ça, vous allez fermer des routes et que donc tout le trafic, parce que les voitures visiblement ne se mettent pas dans leur parking dissuasion, ça veut dire qu'elles circulent encore et qu'elles vont passer dans votre rue, vous comprenez aussi que les voisins aux alentours de ce pont, qui ne sont pas les voisins directs, mais la chaussée de Mons, la rue Hoyer, etc., se disent à un moment donné, pour qui est-ce qu'on nous prend? Donc il faut pouvoir démontrer l'efficacité de sa politique, et alors ensuite, on peut commencer à parler beaucoup plus d'espaces verts, etc. Mais tant qu'on n'a pas ces alternatives de mobilité, ça reste compliqué. Alors on dit d'un artiste qu'il a de l'abattage quand il a de l'énergie. Ici, dans le débat sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, l'énergie est placée ailleurs. Le PS bruxellois a fait parler de lui en changeant de pied. Après avoir laissé entendre qu'il laisserait la liberté de vote à ses élus bruxellois, il a décidé de voter non en bloc à ce texte pourtant voté par les socialistes au Parlement wallon. Y a-t-il un modèle bruxellois animal différent? Je pose la question directement à Nadia Liusui. Non, moi je pense que d'abord, c'est une compétence qui a été régionalisée. Oui, c'est vrai. Et de deux, je pense qu'il y a l'autonomie des régions. Non pas qu'il y ait un PS wallon et un PS bruxellois. Voilà, je pense que des désaccords entre nous, du côté wallon-bruxellois, il y en a eu, il y en aura encore. Ça aussi, je pense que c'est le propre de la démocratie aussi en interne. Et je pense aussi que les réalités d'une région à l'autre sont si différentes et la façon de les appréhender, certainement. Donc voilà, le PS bruxellois s'est prononcé. Nous avons eu des débats en interne sur ce sujet et de trouver le consensus à ce niveau-là. Mais ne pas laisser la liberté de vote, c'est plutôt là-dessus la question. Mais je pense que non, c'est pas une question de ne pas laisser de vote, mais je pense que là, on a mis conscience, chacun va pouvoir... Bon, on a eu des moments où il y a eu des abstentions de la part de certains ici, camarades. Il n'y en aura pas, apparemment. Et donc voilà, mais je pense que c'est aussi suite à un débat en interne qu'un positionnement a été pris, surtout suite à la façon dont les choses ont été amenées au Parlement. Par les partis de la majorité. Oui, parce que Groen et OpenVLD, oui. Mais surtout au niveau de la part du membre de la majorité, c'est un point qui n'est pas dans le cadre de l'accord de majorité, de 1. Il y a eu un débat au sein du gouvernement où la note a été recalée. Et ce qui n'est pas très correct, c'est qu'on utilise un effet de force en revenant par le Parlement, en redéposant le texte par le Parlement. Voilà, je trouve que si vraiment le bien-être animal était vraiment la préoccupation de défi, on serait déjà avancé par rapport au code de déontologie dont on attend de M. Clafey. Mais parce que et Groen. Non, parce c'est quand même trois partis de la majorité. Oui, au départ, la demande est venue de M. Clafey et donc de son parti, rejoint par l'OpenVLD et Groen. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que il y a quand même les premiers textes qui ont été déposés par le Vlaams Belang et la NVA. Donc maintenant, on a un troisième texte, celui de défi. Et donc, c'est pour ça que je dis, si vraiment... Pourquoi on l'a voté en Wallonie, alors? Parce que là aussi, on peut dire la même chose. Mais ça, je pense qu'il y a une majorité qui a discuté, qui a pris... ici, et c'est pour ça que je dis, on est vraiment dans une hypocrisie totale, parce que si vraiment l'intérêt était le bien-être animal, on serait plutôt dans un débat global avec des auditions, et ça, mon groupe ne s'oppose pas du tout. Donc, si ce dossier est dans un code de bien-être animal global, vous le voteriez? Non, c'est pas ce texte. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un débat global. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi on ne parlerait pas de la chasse? Pourquoi on ne parlerait pas du gavage d'oie? Pourquoi on ne parlerait pas... Jusqu'où on peut aller? Non, jusqu'où on peut aller aussi. Est-ce que c'est l'interdiction dorénavant de manger de la viande? Je veux dire, il y a tellement de questions, c'est un débat tellement important, et je pense que, comme on le rappelle nous-mêmes, la souffrance animale ne s'arrête pas juste au niveau de l'abattage rituel. Donc, et c'est là où je trouve que, et on attend M. Clafey par rapport à ces avancées dans le cadre du code du bien-être animal. Alors, quelle est la position des engagés là-dessus? Parce qu'on n'a pas entendu de position établie et claire, me semble-t-il. Parce que nous, on pense d'abord qu'on doit prendre un peu, et beaucoup d'auteurs dans ce débat, je pense que j'ai évidemment mes convictions personnelles sur ce genre de sujet, mais on doit pouvoir discuter de ce débat avec un esprit ouvert et sans dire dès le début et avant de commencer à discuter avec l'autre, j'ai raison et tu as tort. Et il va falloir que les gens qui défendent absolument, qui s'opposent à l'abattage sans étourdissement, au nom du bien-être animal, voient aussi
l'hypocrisie qu'il y a dans cette position par rapport à des animaux qui, pendant toute leur vie, vivent rarement dans des conditions très agréables et où on se focalise sur les 5 dernières minutes de la vie d'un animal, dont le rapport d'ailleurs à la mort est très différent que celui de l'homme. Donc je pense qu'on doit déjà remettre les choses dans son contexte et voir les choses de manière différente à ce niveau-là. Et alors deuxième chose, c'est dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que les musulmans, les juifs qui défendent absolument l'abattage sans étourdissement, ils doivent aussi comprendre que les rites religieux sont amenés à évoluer avec le temps, à s'adapter à la technique et à l'évolution des techniques et des technologies. D'ailleurs, ça s'est passé depuis des millénaires. Les rites ont évolué dans toutes les religions. Moi, je suis moi-même croyant pratiquant. Dans ma religion aussi, les rites ont évolué avec le temps et c'est tout à fait normal. Et dire ça, c'est pas insulter, c'est simplement... Et je pense que les cultes sont d'accord avec ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est au lieu de jeter une proposition comme celle-là sur la table des parlementaires et vouloir un débat avec des oppositions artificiellement créées, on ferait mieux d'avoir des ministres qui prennent leurs responsabilités, des gouvernements qui prennent leurs responsabilités, qui mettent les gens autour de la table et qui créent un vrai dialogue sur ces sujets. Pourquoi sur avec la de neutralité, on peut passer par le Parlement et pour l'abattage, on pourrait mais je pense que sur tous ces sujets, on ferait beaucoup mieux. Sur tous ces sujets, on ferait beaucoup mieux de venir avec une proposition de consensus. Et aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. Ce gouvernement est incapable d'en créer un. Il va bien falloir en trouver un. Et donc, ou bien on le crée de manière dans le dialogue, ou bien on le crée dans l'opposition. Et ce gouvernement a décidé de le créer dans l'opposition. Et je pense que ça, c'est dommage. Adèle Yousfi, je vous ai vu tiquer quand Christophe de Beuquelard disait qu'on peut adapter les rites. Je pense que là, c'est quand même quelque chose qui est propre à des communautés ici. On parle bien évidemment des communautés musulmanes et juives. Et ça, on peut être d'accord, je pense que des évolutions dans toutes les communautés se font. Mais là où on est pour le moment, je veux dire, ce qui est un peu ressenti, c'est déjà, clivait déjà le débat, et puis un peu un sentiment de quelque chose de très discriminatoire par rapport à ces communautés-là. Parce qu'on parle de halal et de kasher dans les deux communautés. Et je pense que si vraiment on souhaitait un véritable débat, avec vraiment un consensus qui sort de ça, ça aurait été beaucoup plus pertinent, notamment en ouvrant le débat avec des auditions et pouvoir entendre tout un chacun. Donc c'est plutôt ça. On est opposé. C'est qu'il y ait des auditions, par exemple. Le PS, d'ailleurs, nos responsables ont exprimé dans les médias, c'est-à-dire le groupe PS n'est pas du tout opposé à des auditions. Ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que je pense qu'à ce moment-là, on pourrait entendre tout le monde, tous les avis, toutes les positions et pouvoir peut-être sortir par le haut avec quelque chose. À quoi sert encore un ministre si ce n'est pas dans des dossiers où la société est divisée, cristallisée, eh bien de mettre les gens autour de la table pour essayer de dégager un consensus. C'est ça le travail politique qui nous passionne tous. Et aujourd'hui, certains préfèrent faire de la communication politique pour faire des voix et exciter leur communauté électorale au lieu d'essayer de travailler au bien commun. Nicolas de Decker voulait intervenir. Oui, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qui, au fond, n'est pas vraiment un sujet. Je veux dire, par rapport à l'importance réelle de cette question dans notre existence à tous, on est bien d'accord que c'est pas une réforme des pensions, de la fiscalité, de la mobilité, c'est pas un pont marchand. Non, mais la pension, ça dépend pas du Parlement bruxellois. Mais il y a tellement d'implications là-dedans que c'est un objet social fascinant à étudier et politique. Mais juste un petit truc, Jean-Jacques, je vais m'en prendre à vous, parce que maintenant j'en ai assez qu'on s'en prenne toujours à ces malheureux politiques. Vous avez introduit la question en donnant une forme de connotation positive à la notion de liberté de vote. Eh bien, vous savez, moi, je suis farouchement opposé à cette idée parce que je ne considère pas que donner à chaque personne individuellement élue pour représenter et porter un programme de parti, lui donner la liberté de faire ce qu'elle veut, indépendamment de ce parti, de sa doctrine, de son programme, je ne pense pas que ce soit un progrès. Moi, je pense que c'est plutôt, malheureusement, une forme de régression où le débat politique se cristallise autour des personnes. Et moi, je préfère que ça se cristallise autour des idées. Et donc, évidemment que c'est contradictoire entre la Wallonie et la région bruxelloise, évidemment que fondamentalement c'est absurde, on est parfaitement d'accord, même si chaque région a le droit et le devoir de s'occuper selon sa propre perspective des problématiques qui le concernent, mais quand on a un programme électoral, quand on est membre d'un parti
à condition que ce soit permanent. Je pense qu'on doit défendre ce programme et parce qu'on est élu pour ça. Ou alors on décide qu'on est simplement en des gens qu'on général, aime sur les bien. questions éthiques, il y a une habitude. Mais ce n'est pas une question éthique. Jean-Jacques, c'est pas une question éthique. Même sur les questions éthiques, on peut se dire, ok, l'avortement, ça concerne les femmes. Et donc on pourrait éventuellement dire, aux femmes, on laisse la liberté de vote, aux femmes parlementaires. D'accord. C'est pas une question éthique pour un homme, Jean-Jacques. Et c'est la même chose pour l'abattage. Jean-Jacques, il n'y a pas d'animaux qui siègent au Parlement. Donc c'est pas une question éthique pour eux. Ça ne les concerne pas directement. Mariam Bemba, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus pour conclure? Oui, donc ce débat suscite toujours beaucoup de réactions et de polémiques dans la population aussi, dans le monde politique. Et je pense que c'est vraiment difficile de trouver un équilibre entre le respect justement des rites religieux, parce que la religion fait partie des droits fondamentaux, et d'un autre côté, le respect aussi du bien-être animal. Donc je pense que c'est quasi impossible de trouver un équilibre entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour certains, ceux qui votent un texte pour l'abattage rituel sans détourdissement ne font pas attention, ne respectent pas les animaux. Et d'un autre côté, ceux qui votent contre ne respectent pas les religions. Donc est-ce qu'on peut être des deux côtés? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Ce sera notre conclusion. On pose la question, on n'y répondra pas. Parce qu'on passe au coup de cœur. C'est ça les experts. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, Nicolas, vous vouliez parler d'un futur débat. Alors, le 2 mai, à l'Université Saint-Louis, en début de soirée, j'ai oublié l'horaire, il y aura un débat entre deux présidents de parti, Paul Magnette et Georges-Louis Boucher. C'est d'abord l'idée d'annoncer, ça c'est organisé par les étudiants socialistes et les étudiants libéraux évidemment, je l'annonce pour nos très nombreux téléspectateurs parce que c'est un moment intéressant, c'est toujours intéressant, mais aussi parce que pour leur dire qu'il y a toujours dans les universités bruxelloises, presque tous les jours, plein de conférences qui sont généralement hyper intéressantes, hyper bien documentées, avec soit des gens très engagés, pas toujours uniquement engagés, et des experts, des scientifiques, et c'est toujours gratuit, et donc pensez à cette ressource, les amis. Surtout, il y a eu la pandémie, tout ça, les unifs étaient fermés. Et moi-même, qui étais grand fan, j'ai un peu abandonné cette habitude. Je la retrouve aujourd'hui avec vraiment grand plaisir. Allez dans les unifs, regardez sur les murs. Vous allez voir plein d'affiches pour plein de conférences. Ou dans l'agenda qui se trouve sur le site de BX1. Absolument. On y trouve de quoi les occuper vos conférences. soirées en semaine principalement. Mara Bemba, vous vouliez parler d'Olympiade. Oui, je voulais revenir sur la première édition des Olympiades Inter-Home de Defré qui se sont déroulées il y a quelques semaines. C'était un projet qui a été porté par la SBL Papy-Boom. Mais pendant ces Olympiades, les résidents de 11 homes de la capitale se sont retrouvés pour participer à des activités sportives sous forme de compétition. Mais il y avait aussi des activités de détente pour les plus fragiles. Et je trouve que c'était une bonne initiative parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, pendant des mois et des mois, nos aînés ont été fortement isolés et oubliés. Donc je pense que c'est bien d'avoir une petite journée qui les met en l'honneur. Et j'espère que l'édition reviendra l'année prochaine. Oui, il y en a d'autres d'ailleurs à d'autres endroits. Dans d'autres communes. Moi, je voudrais vous parler très rapidement d'une BD historique des éditions du Lombard, un général des généraux de François Bouc et Nicolas Juncker, une BD qui reprend l'épisode du putsch d'Alger, quand les généraux ont fait plier la 4e République et ont permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir avec son fameux « Je vous ai compris ». On y retrouve tous les grands de l'époque, plus simplets et manipulables les uns que les autres. De Gaulle s'adressant par exemple au général Massu. Alors Massu, toujours aussi con, et Massu de répondre « Ah oui, toujours gaulliste, mon général ». Savoureux tant du côté du dessin de Bouc que du scénario de Juncker. Et nous, on se retrouve le samedi prochain pour une autre édition des Experts. Au revoir. Au revoir.